Effectivement, nous sommes le lundi 31 décembre. 6h-9h, votre matinale info, Pierre Devilleneux. Et le journal de David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. La fête sur les Champs-Élysées, d'accord, mais sous surveillance. Un large périmètre de sécurité sera dressé. Les autorités ont en tête la menace terroriste, mais aussi les gilets jaunes qui appellent à nouveau à manifester ce soir. Les confidences embarrassantes d'Alexandre Benalla. Alors qu'Emmanuel Macron doit présenter ses vœux ce soir à 20h, son ancien chargé de mission affirme auprès de Mediapart avoir continué à échanger avec lui depuis son licenciement. L'Élysée avait assuré le contraire à de nombreuses reprises. Et puis nous y sommes, le prélèvement à la source entre en vigueur. Les retraités seront les premiers à constater ce changement. Les pensions sont versées en début de mois, impact psychologique en perspective. Europe 1. Un spectacle de son et lumière, un feu d'artifice. Les festivités de la Saint-Sylvestre sont maintenues sur les Champs-Élysées ce soir à Paris. Il y a pourtant la menace terroriste. Il y a aussi certains gilets jaunes qui appellent à manifester. Alors les autorités vont mettre en place un dispositif de sécurité à la hauteur de l'enjeu. Les détails avec Salomé Legrand. C'est la question clé ce soir. Combien de gilets jaunes vont-ils se mêler aux fêtards sur l'avenue des Champs-Élysées ? Principal point de tension des derniers week-ends. Se rassembleront-ils dans une ambiance bon enfant ou bien seront-ils véhéments ? En tout cas, la préfecture de police de Paris a prévu un très large périmètre de sécurité depuis la place de l'Étoile jusqu'à celle de la Concorde, avec seulement une trentaine de points d'accès où les forces de l'ordre vont fouiller tous les sacs et procéder à des palpations systématiques. À l'intérieur de cette zone, interdiction de transporter des pétards ou de l'alcool. Et dans toute la capitale, des équipes de police ultra mobiles sont prévues pour intervenir rapidement et interpeller les casseurs potentiels. Des contrôles vont être organisés dans les gares de l'agglomération parisienne ainsi que sur les principaux axes routiers. Et les moyens spéciaux comme les canons à eau et les blindés de gendarmerie restent à proximité, mobilisables. Enfin, pour traiter les gardes à vue potentiellement nombreuses, les moyens judiciaires ont également été renforcés. Les précisions de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Les Gilets jaunes, justement, l'un de leurs leaders était votre invité ce matin, Pierre Benjamin Cauchy, n'appelle pas spécialement à aller manifester ce soir, mais l'idée de maintenir la pression sur Emmanuel Macron ne lui semble pas saugrenue. On l'écoute. Si bon leur semble de rappeler au président de la République que les revendications ne sont pas satisfaites, on peut comprendre que les gens aient envie de se retrouver ce soir de façon festive et pacifique. Il y a des symboles qui pourraient être forts, des signes forts pour entamer enfin l'apaisement et la sortie d'un mouvement social qui est en train de s'enliser et qui cristallise la colère. La suppression de l'ISF, la mise en place d'un référendum et la réindexation des retraites seraient 3 actes forts qui témoigneraient de la part du président de la République de sa volonté d'entrer enfin dans une nouvelle ère politique. Voilà donc les préconisations de Benjamin Cauchy ce matin sur Europe 1 à l'attention d'Emmanuel Macron qui présentera ses vœux à 20h aux Français. Oui, mais voilà le président terriblement embarrassé par un nouveau rebondissement de l'affaire Benalla. L'ancien chargé de mission s'est livré à des confidences auprès de Mediapart. Il affirme avoir continué à échanger régulièrement avec le président de la République depuis son licenciement de l'Élysée. Michael Darmon, bonjour. Bonjour. C'est gênant, Michael, ne serait-ce que parce que la présidence a assuré exactement le contraire à de nombreuses reprises depuis des semaines. Alexandre Benalla fait encore monter la pression d'un cran. Toutes les preuves sont conservées sur la messagerie et Telegram, dit-il. Il affirme entre autres qu'effectivement le président Macron le consulte sur les gilets jaunes et qu'il répond d'ailleurs à chaque fois qu'il est sollicité lors de ses voyages ou de ses contacts. Il se passe tout simplement qu'Alexandre Benalla échappe à tout contrôle de la machine élyséenne. L'Élysée affirme, et vous l'avez dit, que les contacts étaient rompus depuis son licenciement. Mais on voit bien qu'il y a une différence entre le président et la présidence. Et que le chef de l'État avait d'ailleurs dit sur Europe 1 en novembre qu'il fallait aussi savoir tourner la page. Alexandre Benalla, dans l'entretien accordé à Mediapart, réaffirme son soutien personnel au président, mais met en cause également des personnes de l'entourage présidentiel qui, selon ses propres termes, font comme si le président était sous curatelle et qui lui font faire des conneries, dit-il. Des accusations qui ne vont pas contribuer à un début d'année serein entre les gilets jaunes et les enjeux économiques. Ouais, c'est vraiment le sparadrap du capitaine Haddock. Le président qui parle ce soir, qui présente ses vœux à 20h, pourra-t-il faire l'économie d'évoquer cette affaire Benalla? C'est le piège, il n'en parle pas, on va retenir que ça. Il va en parler, on va dire c'est trop peu. Mais en tout cas, il aura 8 minutes d'après nos informations pour adresser donc ses vœux aux Français. Et très certainement, un sujet sera au centre, la cohésion nationale.
Merci Mickaël Darmon pour ces précisions du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité également, David, le détenu qui s'est évadé hier après-midi de la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne est toujours en fuite. Oui, cet homme de 29 ans était pourtant particulièrement surveillé après s'être déjà enfui en décembre 2016. L'homme a réussi à s'échapper en escaladant le mur d'enceinte malgré les tirs d'un surveillant qui a ouvert le feu. 8h05, votre matinale info se poursuit jusqu'à 9h. C'est la suite du journal avec vous, Pierre de Villeneuve. Et avec le journal de David Doucan, et nous y sommes, David, le prélèvement à la source entre en vigueur. Oui, dès la fin du mois de janvier, tous les salariés soumis à l'impôt sur le revenu se verront prélevés directement sur leur fiche de paye. Mais certains vont en faire l'expérience dans les jours qui viennent tout de suite. Il s'agit des retraités et des chômeurs. Olivier Samin. Pour les retraités, ce ne sera pas à la fin du mois de janvier, ce sera dès cette semaine, car les pensions de retraite sont versées en début de mois. Ce sont donc eux qui vont basculer les premiers dans le nouveau dispositif. Ils en verront la couleur d'abord sur leur retraite complémentaire, qui est versée le premier ou le deuxième jour ouvrable de chaque mois. Leur pension Agir-Carco sera amputée d'une somme correspondant à l'application du taux de prélèvement à la source que l'administration fiscale leur a envoyé il y a déjà quelques mois. Ce sera ensuite le tour de la retraite de base, celle qui est versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et là, ce sera le 9 janvier. Même principe, la pension de la CNAV sera réduite du montant de l'impôt calculé à partir du même taux. Alors évidemment, ces changements ne concernent que les retraités qui payent l'impôt sur le revenu. 6 300 000 sur les 14 millions du régime général, autrement dit 4 retraités sur 10. Les chômeurs, eux aussi, vont très vite découvrir l'impact du prélèvement à la source sur leur indemnisation, puisque le versement des allocations par Pôle emploi va démarrer mercredi 2 janvier. En tout cas pour les chômeurs qui se sont actualisés les premiers. Et là aussi, seuls les chômeurs qui payent l'impôt sur le revenu seront concernés, évidemment. Explication signée Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Prenons maintenant, David, la direction des États-Unis. L'administration américaine est paralysée. Mais oui, c'est le fameux shutdown et cela fait 10 jours que cela dure. Donald Trump veut 5 milliards de dollars pour son mur à la frontière avec le Mexique. Les démocrates refusent, la situation est bloquée. Et pendant ce temps-là, les agents de l'État ne sont pas payés. Notre correspondante à Washington, Sonia Dridi, a rencontré une fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères américain. Elle travaille sans toucher de salaire et elle a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Catherine, 31 ans, est en colère. Comme des centaines de milliers de fonctionnaires américains, elle n'est pas payée depuis le début du shutdown et elle est obligée d'aller travailler. Je n'ai pas été payée depuis plus d'une semaine maintenant. C'est très frustrant, stressant. Si ça continue encore, je ne serai pas capable de payer mes dettes sur ma carte de crédit ou mon loyer, car c'est cher de vivre à Washington. Donc je vais au boulot et quand je rentre chez moi, je suis déprimée et négative. Et selon elle, il y a actuellement une mauvaise ambiance au département d'État. Le département entier est démoralisé. On n'a pas l'impression d'être soutenu dans notre travail et certains d'entre nous ont pour fonction de préserver la vie et la sécurité d'Américains à l'étranger. Mais on ne peut pas protéger les citoyens américains avec un shutdown. Donc c'est pour ça. Je suis déçue. C'est incompréhensible. Seul lot de consolation pour Catherine et ses collègues, ils peuvent profiter de repas cuisinés par l'un des plus grands chefs de Washington et offerts gratuitement aux fonctionnaires pendant la durée du shutdown. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1. Et le président directeur général de Renault va rester en prison au moins jusqu'au 11 janvier prochain. Un tribunal de Tokyo a décidé de prolonger de 10 jours la garde à vue de Carlos Ghosn. Je vous rappelle qu'il est détenu au Japon depuis le 19 novembre. Il est soupçonné d'avoir minoré ses revenus auprès des autorités japonaises. Nous parlions des Champs-Élysées au début de ce journal, mais vous serez bien plus nombreux à réveillonner chez vous, en famille ou avec des amis. Absolument. Et pour bon nombre d'entre vous, réussir le repas de la Saint-Sylvestre, c'est un enjeu. Notre reporter Pierre Herbulot est donc allé voir le chef Stéphane Gégaud pour un menu haut de gamme, mais inratable. Pas besoin d'être un as de la découpe ou un expert des cuissons pour réussir ce dîner à tous les coups. En entrée, le chef Stéphane Gégaud propose des Saint-Jacques et une crème de parmesan. 2 litres de lait, 2 litres de crème, 2 litres de bouillon de poule, 2 oignons. Tu fais tomber ton oignon dans l'huile d'olive avec une toute petite pointe de beurre. Tu coupes ton parmesan en deux. Tu mets 100 grammes en amont dans tes oignons et une fois que tu as rajouté ton liquide, tu les cuires pendant 30 minutes. Et tu rajoutes les 100 grammes qui restent. Il suffit ensuite de mixer la crème et de la verser bien chaude sur les Saint-Jacques crus avec quelques croûtons de pain. Après ça, le plat est encore plus simple. Un foie gras entier, frit et cuit ensuite
dans un bouillon. Juste accompagné de quelques légumes de saison, céleri, navets, carottes. Pour le dessert, un riz au lait. Prévoyez 1 litre pour 130 g de riz et 120 g de sucre. Votre lait, votre vanille, vous montez en ébullition, vous jetez votre riz dedans. Quand le riz est gonflé, éclaté, vous mettez votre sucre. Ensuite, vous recuisez pendant à peu près une demi-heure. Une fois que c'est cuit, que le riz s'est écrasé sous vos doigts, au réfrigérateur, vous laissez tranquillement reposer. Stéphane Gégaud y ajoute un caramel et une nougatine maison, mais vous pouvez en acheter dans le commerce. Ce serait dommage de brûler une casserole le soir du réveillon. Reportage signé Pierre Herbulot pour Europe 1. Merci, c'était le journal de David Doucan.